Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour la semaine passée. Comme je vous dis, mon petit chien était malade. En gros, l'histoire, c'est qu'il filait pas depuis une semaine. On a investigué c'était quoi le problème. Puis pour ceux qui n'ont pas suivi mes réseaux sociaux, exemple, si vous m'avez pas sur Facebook ou ma page ou vous n'êtes pas sur le groupe de crime, ben c'est ça. Mon petit chien, il y avait un corps étranger dans l'intestin. On a soulevé des montagnes. Écoute, gang, merci vraiment à tous ceux qui ont contribué parce que j'ai fait une campagne de sociofinancement pour essayer de l'opérer. On s'entend qu'une opération de chien, ça coûte pas merci. Les coûts étaient de 3 900. Fait que j'ai fait un GoFundMe, puis vous avez vraiment été incroyable. Un gros merci. Pogo a été opéré jeudi passé. Puis, ça a tout bien été. Il n'y avait pas d'infection, il n'y avait pas de péritonite non plus, donc c'était bon signe. Il fallait juste restarter la machine du système digestif. Il a sorti de l'hôpital vétérinaire vendredi soir. J'étais allée chercher mon petit chou, mon petit saucisson d'amour. Je l'ai ramené ici. J'ai donné tous ses soins. Vendredi soir, je me suis couchée. Puis samedi matin, mon petit chien il était léthargique, il avait les yeux ouverts, il respirait encore, mais ça n'a pas été long qu'il est décédé. Donc, je m'excuse, je sais que vous ne venez pas écouter mon YouTube pour avoir des mauvaises nouvelles. Vous avez déjà tout assez vos problèmes. Mais c'est pour ça que mon vidéo va sortir un petit peu plus tard cette semaine, surtout que c'est une grosse histoire. Puis je m'excuse aussi, je suis pas à mon meilleur présentement, je suis cernée. Je ne fais que pleurer depuis samedi. Ceux qui disent que c'est pas si pire perdre un animal, pour moi, c'est un membre de ma famille, Pogo. Mon chien, c'était une partie de moi, carrément. Puis il me manque, ça n'a aucun bon sens. Fait que tout le monde qui ont perdu leur compagnon poilu, je vous envoie de l'amour aussi. Je le sais que c'est pas facile. On dirait que ces temps-ci, je vois rien que ça sur Facebook. Je suis pas toute seule. Je vous envoie plein d'amour, puis ben c'est ça. Un gros merci encore. Je vous embrasse très fort. Il n'y a même pas de mots pour vous dire puis à quel point je suis reconnaissante, à quel point je vous remercie. En tout cas, là-dessus, j'ai pas de regrets. Mon chien, on a tout fait ensemble pour le sauver. Je regretterai jamais ça, là. Je veux dire, même s'il est décédé au bout du compte, on aura tout essayé, là. Il aura fait à sa tête jusqu'à la fin le petit maudit têtu. Il a dû se dire « Ah, non, c'est moi qui décide, check-moi bien, oui. Je m'en viens à la maison, là, parce que moi, je veux mourir ici. » C'est tellement l'impression que j'ai. Bref, c'est ça, excusez-moi, là, c'était quand même plus long que prévu, mon petit début. Je voulais vous parler aussi d'une personne qui fait des trucs extraordinaires. Elle s'appelle Vicky Michaud. Allez voir sa page Facebook, c'est Vicky Michaud Création. Je capote. Elle m'a... écoute, je me suis fait venir des doigts. Là, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous les montrer de proche, mais au pire, je vais mettre une photo aussi, là, des doigts. Mais elle m'en a donné un gracieusement aussi. Lui, il a l'air comme pourri. En tout cas, je vais vous mettre des photos, là, pour que vous voyez bien mes doigts. Tu sais, c'est comme mon porte-clés. C'est merveilleux parce que je trouve tellement que c'est... c'est cool au bout. En tout cas, puis ces petits porte-clés-là, je veux dire, sont vraiment pas chers. C'est 20$ pour un doigt, puis il est vraiment cool. Tu sais, on dirait qu'il est vrai, là. C'est malade mental. Puis, tu sais, les détails, on dirait vraiment un ongle avec du vernis dessus, tu sais, qui a été coupé. Écoutez, je vais vous mettre des photos, là, parce que je suis certaine que vous les voyez pas bien, là, mais c'est écœurant. Allez suivre sa page, puis allez l'encourager. C'est une fille de chez nous, en plus, une Québécoise. Donc, si vous voulez aller l'encourager, allez liker sa page puis allez voir ce qu'elle fait. Elle fait toutes sortes de trucs. Elle fait des têtes coupées, elle fait des masques. Elle fait aussi des maquillages pour l'Halloween, des fois. Vous avez une soirée masquée, vous avez n'importe quoi. Elle est incroyable. Donc, allez suivre sa page. Puis là, c'est pas je commence pas à avoir des sponsors, là. C'est vraiment juste une fille qui est sur le groupe que je trouve qu'elle a un incroyable talent. Puis je voulais vous le partager. Je trouve ça hâte. J'ai vraiment hâte que quelqu'un me demande « Marie, prête-moi tes clés d'auto! » Puis que je vais lui donner mes doigts. Ça va être malade! Donc, je m'excuse pour l'intro un petit peu plus longue que d'habitude. Là, je sais que vous venez pas écouter ma vie ici. Normalement, vous voulez entendre des histoires de crime. Puis mon histoire de crime d'aujourd'hui que je vous ai dénichée, c'est une histoire quand même assez longue.
Mais c'est une histoire canadienne, donc c'est cool, c'est chez nous. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Entre 2010 et 2012, il y a 3 hommes qui disparaissent à Toronto. Ils ont tous un point en commun. Ils ont disparu du village gay à Toronto. Ils sont tous d'origine asiatique. Puis en plus, sont venus au Canada, question d'être libres de leur choix et de vivre leur orientation sexuelle sans jugement, sans être battus, sans être détestés de tous dans leur pays. C'était vraiment plus compliqué que ça. L'enquête, elle va s'étendre sur beaucoup d'années, puis c'est seulement en 2018 que le meurtrier sera arrêté. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Bruce McArthur, le tueur qui cachait ses cadavres dans des pots de fleurs. Donc, tire-toi une bûche, puis je te raconte ça tout de suite après mon intro. Let's go! Notre histoire d'aujourd'hui prend place au Canada, plus précisément à Toronto, dans la province de l'Ontario. Entre 2010 et 2012, plusieurs disparitions sont nébuleuses. Skandaraj Skanda Navaratam, 40 ans, a été vu pour la dernière fois le matin du 6 septembre 2010 près du Zipper, un ancien bar du village gay. Un ami qui l'a vu la veille a déclaré que celui-ci était tellement excité d'avoir un chien. Par contre, le chien a été laissé au bar quand Navaratnam a disparu. Il a été porté disparu environ le 10 ou le 11 septembre 2010. Lui était un réfugié tamoul originaire du Sri Lanka et n'avait aucun membre de sa famille au Canada. Basurdir Basir Faizi, 42 ans, est vu pour la dernière fois le 28 décembre 2010, quittant son lieu de travail à Mississauga. Sa dernière soirée comprend un arrêt au bar Black Eagle et au bain de vapeur Steamwork. C'est un immigrant d'Afghanistan. Alors qu'il vivait en Iran, il fit son coming out à un de ses amis qui lui conseilla de trouver Dieu ou de partir. Faidy avait caché sa vie gay à sa famille, y compris à sa femme et à ses enfants. Un collègue déclarera plus tard qu'il faisait des heures supplémentaires pour s'assurer que ses 2 filles aient tout ce qu'elles voulaient pour Noël. Abbasoudir a été porté disparu le 29 décembre à la police régionale de Peel, à l'ouest de Toronto. Sa Nissan 2002 a été retrouvée, abandonnée sur l'avenue Moore. À 36 pas du Trail Beth Lane, un petit ravin qui est aussi un lieu de rencontre populaire pour les homosexuels. Majid Hamid Kayhan, 58 ans, fils d'un religieux musulman, est vu pour la dernière fois le 18 octobre 2012 dans le village gay près de la rue Yonge et la rue Alexander. Son fils le déclare disparu environ le 25 octobre. Kayhan est un immigrant afghan qui a fui au Canada avec sa femme et ses enfants à la fin des années 80. Kayhan et sa femme ont divorcé en 2002. Il souffre aussi de stress post-traumatique depuis la guerre soviéto-afghane et s'est mis à boire. Selon un barman, Kayhan était actif dans le village gay depuis le milieu des années 90 et séjournait dans un appartement tenu par le propriétaire. Le service de police de Toronto convoque une équipe pour faire enquête. 3 disparus, c'est assez louche, qui viennent tous un peu du même milieu. Donc, ils vont ouvrir une enquête et le nom du projet sera Houston. Les indices récoltés par les enquêteurs vont les attirer vers un site cannibalisme appelé Zambian Meat. Sur ce forum, il y a comme 3 types de personnes. Il y a les personnes qui désirent se faire manger. Il y a les personnes qui désirent manger, puis il y a ceux qui désirent et chasser, et cuisiner, et manger. Ceux-là, ils sont appelés les Master Chiefs.
D'ailleurs, il y a une autre histoire en lien avec ce forum-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un Allemand, un policier, qui s'appelait Detlev Gunzel, 57 ans, qui avait rencontré un homme grâce à ce forum-là. Cet homme-là était consentant de se faire manger. C'est ce qu'il a fait. Hein? Gunzel, il l'a mangé. Bref, ça va être pour une autre histoire. Il a été quand même condamné à 8 ans de prison, cet homme-là, parce que, tu sais, je veux dire, quand même qu'il veut que tu le manges, c'est comme pas obligé de le faire, hein, tu sais. Bref, en analysant le forum, ils verront un certain Chefmate 50 qui publie des messages inquiétants comme de quoi il a tué puis il a mangé un homme. La piste, elle va mener vers James Alex Brunton, un ancien technicien hospitalier et figure active dans la communauté du hockey, qui est marié puis qui vit à Peterborough. Après plusieurs vérifications, y compris une filature, puis ils ont fait aussi des vérifications sur le disque dur de son ordinateur. Ils ont regardé aussi à l'intérieur de la maison. Il ne s'avérera pas le bon suspect. Ses propos sur le forum n'étaient que des fantasmes. OK, on a tous chacun nos genres de fantasmes. Là. Lui, il fantasme de manger du monde. Mais il va quand même être accusé de pornographie juvénile, d'agression sexuelle, tu sais, puis on s'entend qu'il était dans le monde du hockey, donc c'est dégueulasse. Bref, lui, il est en dedans, puis ce n'est pas la personne que l'on recherche. C'est en avril 2014, soit 18 mois après la disparition de Navaratnam, que le projet Houston sera fermé. En l'absence de preuves suggérant une activité criminelle, il pense que le gars il a juste disparu, comme ça, dans la nature. Avec 2 de ses chums, tu sais. Mais le 15 août 2015, Soroush Mahmoudi est vu pour la dernière fois et est déclaré disparu par sa femme le 22 août. Mahmoudi est arrivé au Canada en tant que réfugié d'Iran, lui aussi. Il n'avait pas de famille au Canada jusqu'à ce qu'il rencontre son épouse. Ils ont déménagé à Barrie, à Toronto, pour se rapprocher de la famille de son épouse. Soroush n'était pas connu pour s'associer ouvertement à la scène gay de Toronto. Mais avant son mariage, il avait eu une relation de 4 ans avec une femme transgenre rencontrée dans un bar de Church and Wellesley. Le 16 avril 2017, Selim Essen, 44 ans, est vu pour la dernière fois pendant le week-end de Pâques près des rues Yonge et Bloor. C'est le 30 avril 2017 qu'il sera déclaré disparu par un de ses amis. Essen est décrit comme un homme sans adresse fixe qui se promène souvent comme avec une valise à roulettes. Essen était aussi un citoyen turc venu au Canada avec un partenaire qu'il avait rencontré en Turquie. Selon cet ami, il était pris avec de la drogue, puis il essayait de reprendre le contrôle sur sa vie. Il avait suivi un cours d'ailleurs à ce sujet pour essayer de s'en sortir en conseil à la maison communautaire de Saint-Stephen, juste un petit peu avant sa disparition. Le 26 juin 2017, c'est Andrew Kinsman, qui a 49 ans, qui est vu pour la dernière fois à Gabbagetown, un jour après le défilé de la fierté de Toronto. Contrairement aux autres hommes disparus qui mènent un peu une double vie, Andrew Kinsman il est ouvertement gay, puis il s'en cache pas, il est très assumé. Il travaille comme barman, il est bénévole aussi à la Fondation des personnes atteintes du sida et il est surintendant de son immeuble. Il est connu pour être un homme stable, responsable, ses amis ne voient pas pourquoi il partirait sur un coup de tête, surtout en laissant derrière lui son chat qu'il adorait puis ses médicaments. De plus, Andrew Kinsman est très actif sur les réseaux sociaux. Des enquêteurs découvrent que son téléphone portable a été éteint le jour de sa disparition. Âgé de 49 ans, il mesure 1,93 m, il pèse 100 kg, il est connu de la rue. Ça fait une victime assez peu probable pour la police. Il trouve que ça concorde pas avec les autres, en gros. Ses amis font alors le tour de la communauté à sa recherche. Ils créent des groupes Facebook qui comptent environ 600 membres chacun, mais rien n'y fait. Andrew Kinsman reste introuvable. La différence dans le cas d'Andrew Kinsman, c'est qu'il va être déclaré disparu moins de 72 heures après sa disparition. Ce qui aidera les enquêteurs à trouver la piste cruciale qui va les mener vers le tueur. Parce que sans ça, il serait peut-être encore libre. Ils regardent les vidéos de surveillance aux alentours de l'immeuble où habitait Andrew. Puis ils vont voir Andrew embarqué dans une Dodge Caravan 2004 de couleur marron. Ils vont aller voir à l'intérieur de l'appartement de Andrew, puis ils vont voir sur le calendrier le jour de sa disparition, soit le 26 juin. Il est écrit Bruce. En gros, qu'est-ce qu'ils doivent rechercher? C'est le propriétaire d'une Dodge Caravan qui s'appelle Bruce. Il va sortir 5 noms dans la liste de données. Des 5 noms, il va ressortir seulement
un Bruce parce que les autres concordent pas vraiment avec la description du véhicule. Le véhicule qui était recherché, il y avait du chrome à tels endroits, puis les autres en avaient pas. Donc, le nom du grand gagnant est Bruce McArthur. Mais qui est Bruce McArthur? Un malade, oui, mais encore. Thomas Donald Bruce McArthur, appelé simplement Bruce, est né le 8 octobre 1951 dans la ville de Lindsay, en Ontario. Il est élevé dans une ferme d'argile près de Woodville, la région de Kawartha Lakes, avec sa sœur. Ses parents, qui jouissent d'une bonne réputation, accueillent chez eux des enfants en difficulté de Toronto. La famille se retrouve alors souvent avec 6 ou même 10 enfants dans la maison. Le jeune Bruce fréquente une école de l'extérieur de Woodville. Un camarade de classe dit même qu'il essayait de se faire bien voir du professeur et n'hésitait pas pour cela à dénoncer ses petits camarades. Dans le fond, Bruce, c'était une balance. Comme hobby, il chante, il remporte d'ailleurs quelques concours de chant. Bruce se montre plus proche de sa mère que de son père. Puis son père est très strict, puis il voit en son fils un manque de masculinité. Bruce aura par ailleurs toujours du mal à accepter sa bisexualité, considérée à l'époque comme très anormale dans ces petits patelins d'Ontario-là. Il fréquente ensuite l'école secondaire de Fenelon Falls et il rencontre Janice Campbell, qu'il se met à draguer. Les deux étudiants sortent diplômés en 1970 et décident de se marier en 1974. Bruce McArthur commence à travailler pour les magasins Eaton dès 1973 en tant qu'assistant acheteur. Il travaille dans les bureaux du centre Eaton au centre-ville de Toronto. À quelques rues de là, se nomme le Village, c'est comme la place où est-ce que la communauté LGBTQ, je pense qu'il y a un plus après, excusez-moi si je me trompe, corrigez-moi. Plus cette communauté-là qui habite là, il y a les bars, les restos et tout et tout. C'est au milieu des années 70 que le père de Bruce McArthur sera diagnostiqué avec une tumeur au cerveau. Il est envoyé en maison de retraite, si on veut, j'imagine une maison de soins pour sa condition. Mais Bruce est dévasté quand sa mère commence à s'intéresser à un nouvel homme. Il se rapproche à ce moment-là énormément de son père, d'autant plus que sa mère est décédée en 1978 d'un cancer. Puis son père, il va y aller la rejoindre vraiment pas longtemps après. En 1979, Bruce et sa femme déménagent à Oshawa et habitent une maison sur Osmond Drive. Ils ont 2 enfants, Mélanie et Todd. Bruce devient très actif à l'église, préférant refouler ses tendances homosexuelles plutôt que les affronter puis les assumer. Il pense que la religion peut lui apporter l'aide dont il a besoin pour évacuer les sentiments qu'il juge honteux. Dites-moi qu'on n'en est plus là, s'il vous plaît. À ce moment-là, il travaille comme commercial pour l'entreprise McGregor puis il vend des chaussettes. Son travail lui permet d'être indépendant, se déplacer de ville en ville sans attirer l'attention. Il quitte ensuite son emploi et intègre toujours comme commercial l'entreprise Stanfield, une entreprise de sous-vêtements de sport. Bruce a commencé à avoir des relations sexuelles avec des hommes au milieu des années 90. Probablement qu'il avait arrêté d'aller à l'église, donc il ne pouvait plus s'appuyer sur Dieu. Non, excusez, c'est une blague, c'est pas drôle. Un an plus tard, il révèle à sa femme sa bisexualité, qui, elle, décide de quand même rester en couple avec lui. Quelques mois après 1993, Bruce y est licencié de son travail. Le couple connaît alors des difficultés financières accentuées par la délinquance de leur fils Todd, qui se fait remarquer en harcelant les femmes qu'il ne connaît pas. C'est un gentil, son Todd. Fait que c'est en 97 que le couple McArthur hypothèque la maison, puis il déclare faillite en 99, pas beaucoup de temps après s'être séparé. Bruce déménage alors à Toronto pour se rapprocher de la communauté gay. Il fréquente les bars, évidemment, de Church and Wesley. Il prend un appartement sur Down Mills Road. Il s'engage dans une relation homosexuelle qui durera 4 ans. Les 2 hommes finissent par se séparer. Le divorce de Bruce est maintenant comme finalisé. Mais il va aller consulter un médecin parce qu'il souffre de dépression, donc il va se faire prescrire du Prozac. Il décide de prendre un nouveau tournant dans sa vie, puis il se part comme paysagiste. Le 31 octobre 2001, Bruce rencontre un prostitué qu'il a rencontré sur un chat en ligne. Il a de nombreuses relations sexuelles avec lui. Mais pour une raison inconnue, Bruce y frappe l'homme à plusieurs reprises derrière la tête avec un tuyau de fer qu'il transportait souvent avec lui. La victime perd connaissance, mais se relève et a le temps d'appeler le 911. Il va être amené à l'hôpital Saint-Michael, puis il va recevoir énormément de pointures à la tête, aux mains, puis il va avoir 6 semaines de physiothérapie. Tu sais, ça doit-tu faire mal un coup
de barre de métal dans le derrière de la tête. Oh! Bruce, il va tout de suite se rendre à la police après l'attaque, puis il va pas cacher qu'est-ce qu'il a fait, mais il va dire, moi je me rappelle de rien du tout, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé du tout, j'ai fait un blackout. Il va être condamné le 11 avril 2003 à une peine avec sursis. Le juge pensait pas qu'il serait vraiment nécessaire qu'il fasse de la prison. C'est un petit peu injustifié. Fait qu'on va le mettre sur condition, puis on va le watcher, puis c'est ça. Hein, c'était pas assez. Pas assez. T'as un coup de tuyau derrière la tête, ça n'était pas suffisant. Puis le rapport de psychiatrie va aussi émettre que il y a un très faible risque de récidive. C'est pas un violent, Bruce. Hein? C'est un grand doux. Fait que Bruce évite la prison et passe les 2 années dans une résidence surveillée. Hein? C'est pas trop stressant, sa vie. Il y a un couvre-feu. Hein? Il faut qu'il soit rentré avant 22 heures et tout. Pendant sa peine, il lui est interdit de se rendre dans les quartiers de Church et de Wellesley, sauf pour les rendez-vous médicaux pour le travail. Mais il ne doit pas rentrer en contact ni avec des prostituées, ni à se tenir dans le quartier. Il faut pas non plus qu'il possède d'armes à feu pendant 10 ans. Puis il faut pas qu'il consomme de l'alcool et de la drogue pendant 10 ans. Parce qu'il avait été déterminé que Bruce, son mélange de médicaments et de poppers avait fait une chimie dans son corps qui l'avait rendu bien gros violent. C'est à ce moment-là que Bruce McArthur se soumet à un examen ADN. Il va être rentré dans la base de données du Canada. Puis il est aussi contraint de commencer une thérapie pour gérer sa colère. C'est en 2008 que Bruce va demander à un juge que son casier soit complètement effacé, ce qui lui sera accordé. La plupart des documents, des preuves et des pièces à conviction dans cette agression-là sont alors détruits en 2010. Bruce est évidemment inscrit sur un site de rencontre gay qui est appelé Recon. Donc, c'est pas mal là qu'il a fait toutes ces petites rencontres puis qui poursuit aussi sa petite vie de ce côté-là. En 2007, il vit dans un appartement au 19e étage de Leaside Towers à Thorncliffe Park, un quartier peuplé d'immigrants et situé environ à 5 km au nord de Church et de Wellesley. Mais revenons à nos moutons et à l'enquête. Le Bruce qui ont trouvé les vidéos et la camionnette et son nom sur Bref, vous me suivez toujours, il est mis sur filature. Mais Bruce, il se débarrasse de sa camionnette en septembre 2017. Les policiers vont remuer ciel et terre et vont faire le tour des cours à scrap, des cimetières de voitures, si on veut, pour retrouver la dite caravane. Ils vont en faire des places en banlieue de Toronto, un peu partout, pour retrouver la dite camionnette. Ils vont finalement la trouver vers la fin octobre, puis ils vont la passer au peigne fin. Ils vont trouver un genre de manteau de fourrure dans un... tu sais, comme où est-ce qu'on met le cric, les pneus, en tout cas, en dessous, là. Bon. Puis ils vont trouver des infimes taches de sang, mais des petites taches de sang, ça prouve pas que c'est un meurtre. Mais ces taches de sang-là appartiennent à Andrew Kinsman et à Essen, qui est également disparu. Les liens sont faits un peu. Ils se rendent compte que Navaratnam, il avait déjà travaillé pour Bruce, pour sa compagnie de paysagistes, et Kinsman aussi. C'est là qu'ils vont décider de mettre Bruce en surveillance 24 heures sur 24. Là, c'est plus une petite filature, il est suivi partout. C'est le 7 décembre 2017 que les enquêteurs vont obtenir un mandat pour rentrer chez Bruce et copier le disque dur de son appartement, ainsi que fouiller un petit peu les alentours. Les enquêteurs sont restés à peu près 1 heure dans l'appartement pendant qu'il y en avait un en bas qui regardait où se trouvait Bruce McArthur. Ils ont eu le temps de copier le disque, ils ont eu le temps de trouver quelques trucs louches, exemple une barre en métal dans son garde-robe. Mais ça, ils n'ont pas touché, ils ont juste scanné le disque dur de l'ordinateur et puis ils sont partis en vitesse avant que Bruce arrive. C'est le 8 décembre 2017, fait intéressant, la police fait une conférence de presse et annonce que non, il n'y a pas de tueur en série qui se promène à Toronto. C'est le 17 janvier 2018 qu'ils vont trouver des preuves incriminantes dans le disque dur de Bruce. Ils vont trouver des photographies des 2 hommes, Essen et Kinsway, ainsi que d'autres victimes décédées sur les appareils numériques de McArthur, grâce à une analyse médico-légale de tous les trucs. Le tueur en série avait tenté de supprimer ces photos-là, mais c'est ça, hein, les autres sont assez hot, sont capables d'aller tout chercher ça. C'est le 18 janvier 2018 que Bruce McArthur vient pour rentrer dans son édifice accompagné d'une conquête.
Les policiers avaient eu un ordre très clair. Si vous le voyez rentrer dans l'appartement avec quelqu'un, de pas le laisser faire, puis de défoncer, puis de... T'sais, on s'entend, là, on sait ce qu'il faut faire. Là. Il sera découvert plus tard que cet homme-là se nommait John, puis que c'était pas la première fois qu'ils se voyaient, lui et Bruce. La seule chose, cette fois-là, qui avait été différente, c'est que Bruce lui avait demandé si quelqu'un savait qu'il venait le voir, puis John lui avait répondu « Non, c'est un secret. » La gaffe. Mais Bruce, il sait pas qu'il est placé sur surveillance 24 heures sur 24, puis qu'il est suivi par la police. Donc, c'est là qu'ils vont défoncer son logement, puis ils vont retrouver effectivement la conquête de Bruce McArthur, couché, les mains bâillonnées à la tête du lit, un tape sur la bouche. En gros, Bruce, il se préparait à le tuer solidement. C'est là qu'il a été immédiatement arrêté. Mais là, le problème, c'est que les corps ne sont pas retrouvés. Et où sont ces corps? Donc, ils vont faire des recherches un peu partout. Et dans l'ordinateur, ils vont retrouver aussi des preuves incriminantes d'hommes. Qu'est-ce qui arrivait, c'est que Bruce, il leur mettait le manteau de fourrure sur eux. Puis l'espèce de pièce de métal, il faisait comme une corde, puis il tournait ce bâton de métal-là pour étrangler ses victimes. Il y avait des relations sexuelles avec eux, il prenait des photos, puis ces photos-là, il les gardait avec l'espèce de manteau de fourrure. C'était comme un peu son trophée, si on veut. C'est vers les maisons où McArthur travaille, dans le fond, qu'il y a des remises mises à sa disposition pour laisser ses outillages et ses trucs que la police va se tourner pour essayer de retrouver des preuves ou whatever what, de où est-ce qu'il peut avoir mis les corps. Ils vont arriver là avec des chiens pisteurs, puis les chiens vont se mettre à renifler des pots de fleurs. Et ils vont regarder dans les pots de fleurs, mais comme il fait extrêmement froid au Canada en janvier, puis cette année-là, elle a été exceptionnellement froide, comme si on avait bien gros les chaudes, mais bref, c'était bien jammé puis gelé, fait qu'ils ont été obligés d'emmener ces pots-là se réchauffer à l'intérieur des locaux du médico-légal et des enquêteurs et tout, là. Fait qu'ils ont fait dégeler la terre et tout. Puis en creusant dans la terre, ils ont trouvé des petits morceaux par-ci, par-là. Non, mais t'imagines, genre, tu sais, t'as un jardinier, tu sais, souvent, ses clients, c'était des familles cossues, des vieilles dames qui l'employaient parce que ça leur tentait pas de s'occuper du terrain. Il y avait la remise du jardinier, du paysagiste. Imagine, tu découvres que ton paysagiste, il serrait ses corps dans les jardinières dans ta remise. C'est quelque chose, là. C'est... Bref, les enquêteurs obtiennent également des mandats de perquisition pour 4 autres bâtiments où McArthur serrait ses trucs, puis ils vont aussi fouiller les derrières de maisons un peu partout dans le sol. Puis ils vont retrouver énormément de victimes qui n'étaient pas déclarées non plus disparues. Comme je vous dis, c'était souvent des immigrants, des gens qui n'avaient pas de famille au Canada. Donc, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'ils passaient un coup de fil à leurs parents, exemple, ou en Inde ou whatever. Puis, tu sais, ils passaient pas un coup de fil à tous les jours. Tu sais, ça pouvait aller une fois par mois. Hein? Fait que, tu sais, les gens qui n'étaient pas portés disparus par leur famille, parce que, tu sais, des fois, ils ont peut-être oublié de m'appeler. Tu sais, comment veux-tu les déclarer disparus quand tu habites à l'autre bout de la planète? Bref, c'est ça. Ils ont trouvé Majid Kayhan est identifié comme l'une des victimes de McArthur. Il a été retrouvé. Soroush Mahmoudi aussi, il a été retrouvé dans les pots de fleurs, finalement. La police a évidemment découvert les restes démembrés au fond de grandes jardinières dans la maison de Mallory Crescent. Ils vont qualifier McArthur de tueur en série pour la première fois. Il était assez frileux à ce moment-là de dire qu'on avait eu un tueur en série au Canada. Les restes d'Andrew Kinsman seront aussi identifiés parmi les victimes. Skandaraj Navaratnam, Abou'l-Mazir Faizi sont aussi identifiés dans les pots.
Donc, en gros, les 3 premiers disparus, les 3 disparus ensuite. Au total, Bruce sera accusé de 8 meurtres. Les 8 victimes de Bruce sont Soroush Mahmoudi. Dean Lazowick, lui, c'était un sans-abri. Puis il n'avait pas non plus été porté disparu. C'était un ancien prostitué, il souffrait de troubles psychiatriques aussi. Après ça, Skandaraj Navaratnam. Lui, c'est un des premiers disparus. Andrew Kinsman également. Selim Essen a été aussi identifié. Abou Kadir Fezi, lui également. Kirushna Kumar Kanaratnam. Et c'est tellement difficile les noms, je m'excuse, j'espère que je les brise pas trop. Lui aussi a été retrouvé dans les victimes. Lui a parlé pour la dernière fois au téléphone à sa famille au Sri Lanka. Il était un des 492 réfugiés tamouls du Sri Lanka qui sont arrivés au Canada en août 2010. Lorsque son avis d'expulsion a été donné du Canada, il s'est caché dans la communauté tamoule en Ontario. Puis il a travaillé comme nettoyeur et comme déménageur. La police pense aussi que sa famille n'a jamais signalé sa disparition parce qu'il pensait qu'il se cachait au vu de l'expulsion du Canada. Majid Kehan également. Lui, par contre, il a été accusé du meurtre de ce monsieur-là. Par contre, il n'a jamais été retrouvé nulle part. La police dit qu'il ne serait pas surpris de trouver d'autres morts et que Bruce avoue d'autres meurtres. Ça, c'est 8 victimes. Mais c'est ça, hein? Ils les enterraient un peu partout. Fait que si vous checkez dans vos jardins, dans le coin de Toronto, ben... si, mettons, vous trouvez ça, ben, appelez la police. Mais pourquoi, tu sais, chose qu'on saura jamais, pourquoi ce sympathique paysagiste qui avait l'air du Père Noël, d'ailleurs, il faisait le Père Noël dans un centre d'achat, est devenu un tueur en série malade et sadique comme ça. Il y a personne qui peut répondre à part lui, puis c'est pas un parleux, apparemment. Bruce aurait probablement pu être capturé avant. Apparemment qu'il a même fait partie des recherches des 3 premiers disparus. Puis les policiers n'ont pas plus allumé que ça. Ils n'ont pas checké non plus ses antécédents de violence. Puis tu sais, comme je vous dis, il avait quand même été accusé d'avoir frappé un homme à un coup de barre de fer. Il a participé aux recherches, puis il n'a pas été suspecté. La police n'a pas plus posé de questions que ça. C'est probablement qu'il aurait pu être attrapé avant. Fait que c'est ça, en gros, l'histoire. Ça faisait longtemps que je voulais en parler, que je voulais plus m'informer sur l'histoire. J'attendais que le temps passe un peu. C'était quand même arrivé en 2018. Puis Bruce, ben, il a été condamné à la prison à perpétuité. J'imagine pas qu'il va ressortir à l'âge qu'il est rendu là. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté. Je m'excuse. Peut-être que je suis pas à mon top aujourd'hui, mais en réalité, j'ai vraiment eu du plaisir à filmer cette vidéo-là. J'avais envie de le faire, j'avais envie de me mettre la tête dans d'autres choses puis de penser à d'autres choses. Puis ben oui, hein, c'est ça, c'est moi. Là. Quand je veux penser à d'autres choses, c'est sûr que je pense à des tueurs puis des affaires de même puis du true crime puis c'est rien que ça c'est ça qui me passionne. Donc je vous remercie beaucoup puis peut-être que la vidéo n'est pas sortie comme vendredi comme prévu puis je m'en désole énormément, mais je sais aussi que c'est une longue histoire puis que vous allez apprécier. Donc, je vous souhaite de passer une belle semaine, puis on va se voir la semaine prochaine. Bye!